Dans ce chapitre, nous allons parler du cycle de vie des vulnérabilités. Le cycle de vie d'une vulnérabilité indique l'évolution dans le temps du niveau de risque engendré par cette vulnérabilité. Alors il faut bien avoir à l'esprit que ce risque dépend bien sûr de la criticité de la faille, mais également du contexte dans lequel est utilisé ce logiciel dans l'entreprise. Par conséquent, il sera évalué en fonction de la notation CVSS de la vulnérabilité, mais on devra impérativement prendre en compte le groupe des métriques environnementales et ne pas uniquement se baser sur la valeur générique du CVSS. La valeur générique, c'est celle qui comprend uniquement les métriques de base. Et c'est cette valeur qui est fournie par les scanners de vulnérabilité ou par le NIST par exemple dans sa base NVD. Le cycle de vie d'une vulnérabilité débute bien évidemment par sa découverte. Et là, il y a une différence fondamentale selon que l'entité qui découvre la faille soit dans la catégorie des black hats, c'est-à-dire des cybercriminels ou des agents étatiques, ou dans la catégorie des white hats, c'est-à-dire des chercheurs éthiques ou des chasseurs de failles, dans le cadre par exemple d'un programme de bug bounty. Alors commençons par analyser le cycle de vie d'une vulnérabilité en mode entre guillemets black hat. Ici, c'est donc une personne malveillante qui découvre la vulnérabilité. Et l'attaquant va tenter de l'exploiter en développant un code spécifique. C'est ce que nous avons vu précédemment et que l'on appelle un exploit. Si l'attaquant utilise ce code d'exploitation de façon très discrète, il pourra en faire un usage pendant de nombreux mois, voire de nombreuses années. C'est clairement ce que pratiquent les agences gouvernementales dans le domaine du cyberoffensif. Par contre, si l'attaquant est un cybercriminel et qu'il en fait un usage massif, ou qu'il la commercialise, par exemple sur le dark web, eh bien la vulnérabilité va très vite devenir publique. Elle sera en effet identifiée par l'éditeur du logiciel concerné ou par des sociétés spécialisées en threat intelligence, c'est-à-dire spécialisées dans l'analyse des menaces cyber. Alors ensuite, la vulnérabilité sera qualifiée par l'éditeur, puis enfin corrigée via un patch, c'est-à-dire un correctif de sécurité. Ce correctif devra alors être installé sur les systèmes vulnérables par l'organisme utilisateur. Le temps moyen qu'il faut entre le moment où l'éditeur a connaissance de la faille et le moment où il fournit un correctif de sécurité est très variable. Cela dépend de l'éditeur, du produit concerné et de la criticité de la faille. C'est parfois quelques jours ou quelques semaines, mais c'est parfois plusieurs mois. Il arrive parfois même que l'éditeur nie totalement le problème, et il faut que le chercheur publie une preuve, un POC, pour que l'éditeur veuille bien prendre en compte la vulnérabilité. Alors selon une étude de FireEye publiée en avril 2020, le temps moyen entre la divulgation de la vulnérabilité et la disponibilité d'un correctif est de 9 jours. Alors attention ici à une erreur à ne pas commettre. Dès qu'un correctif de sécurité est disponible, on peut le prendre en compte dans le calcul du CVSS et en particulier dans le groupe des métriques temporelles. Et cela va avoir pour effet de faire baisser le score CVSS de la faille, indiquant ainsi qu'elle est a priori moins critique. Alors certes, elle est moins critique puisqu'on considère qu'on peut la patcher, mais en pratique, tant qu'on n'a pas appliqué le correctif, le risque n'a pas baissé d'un iota. Je dirais même au contraire. Le fait que l'éditeur publie un correctif de sécurité en indiquant que cette faille est critique, eh bien ça va plutôt inciter les cybercriminels à rechercher ou même à acheter des codes d'exploitation. Et donc au final, pour l'organisme utilisateur, le risque augmente encore plus dès que l'éditeur délivre un correctif de sécurité. C'est pour cela qu'il y a un autre délai très important à prendre en compte, c'est le temps moyen entre le moment où le correctif est disponible et le moment où l'entreprise utilisatrice l'installe sur ses systèmes. Les anglo-saxons appellent cet indicateur le MTTP, le Mean Time to Patch. Et selon un rapport de la division cybersécurité d'IBM, publié en 2020, le MTTP varie globalement entre 60 et 150 jours. Alors attention, il faut vraiment prendre ces chiffres avec des pincettes, car cela dépend de très nombreux facteurs, la taille de l'entreprise, la maturité de l'entreprise sur le sujet cyber, la criticité des failles, les systèmes concernés, mais aussi le pourcentage de systèmes patchés que l'on prend en compte pour établir cet indicateur. Il faut donc mettre à jour les systèmes et nous verrons en fin de chapitre la méthodologie à suivre pour gérer les correctifs de sécurité, de l'identification des failles jusqu'à l'application des correctifs sur les systèmes en production. Nous allons maintenant décrire le cycle de vie d'une vulnérabilité en mode white hat. Et pour bien comprendre comment ça se passe, on va l'illustrer par un exemple concret. Et pour cela, j'ai choisi de reprendre l'exemple de la faille Zero Logon que nous avons vu dans le chapitre précédent. Alors petit rappel sur la faille. Elle concerne le service Windows MS NRPC, alias NetLogon. Elle permet de supprimer le mot de passe du compte de service sur les contrôleurs de domaine Active Directory, exclusif du peu, et elle a un scoring CVSS de 10.0 qui est tout à fait mérité. Alors dans le cycle de vie d'une vulnérabilité en mode white hat, la faille est découverte par un chercheur éthique.
Ici, c'est Tom Tervoort de la société Secura et il va procéder à ce qu'on appelle une divulgation responsable. On va donc suivre la timeline que nous avons vue dans le chapitre numéro 2, depuis la découverte de la faille jusqu'à la publication du correctif de sécurité, accompagné d'un bulletin de sécurité. Dans le cas de Zero Logon, le chercheur de Secura trouve la faille sur le service NetLogon vraisemblablement en octobre 2019, si l'on en croit la date de réservation de l'enregistrement dans la CVE list de Mitre. Cet enregistrement date en effet du 4 novembre 2019. Ensuite, il communique les informations à Microsoft qui sort le correctif et le bulletin de sécurité correspondant à l'occasion du Patch Tuesday du mois d'août, c'est-à-dire le mardi 11 août 2020. Alors je vous disais tout à l'heure que la prise en compte de la disponibilité d'un correctif faisait baisser le CVSS de la faille. Eh bien vous voyez que si on customise un petit peu le CVSS de la faille Zero Logon, en intégrant dans les métriques temporelles le fait qu'il y ait un correctif disponible, qu'il y ait une confirmation officielle de Microsoft, et qu'aucun code d'exploitation n'est apparemment disponible, eh bien le score CVSS de la faille passe de 10.0 à 8.7. Et dans une classification CVSS V3, la faille a même changé de catégorie puisqu'elle est passée de critique à élevée. Mais on voit bien que c'est une évaluation générique et donc tout à fait théorique. En pratique, dès qu'un correctif concernant une faille de sécurité critique est disponible, le risque augmente si on ne l'applique pas. Alors on revient sur notre cycle de vie, on est le 11 août 2020 et un correctif de sécurité est disponible. La balle est maintenant dans le camp des hackers. Ils vont essayer à partir du correctif d'identifier la vulnérabilité et de coder un exploit. Alors c'est généralement très difficile à faire car les éditeurs utilisent diverses techniques d'obfuscation de leur code pour éviter toute opération de reverse engineering, qu'on appelle en français la rétro-ingénierie ou l'ingénierie inverse. Alors on a dit que les éditeurs publiaient en parallèle au correctif des bulletins de sécurité, mais dans ces bulletins, il n'y a strictement aucune information permettant de comprendre le problème pour pouvoir l'exploiter. Mais il peut y avoir d'autres publications que celles de l'éditeur, et notamment celle du chercheur en sécurité qui a découvert la faille. Et ce chercheur, en voulant se montrer pédagogique, et accessoirement en voulant également valoriser son expertise technique, eh bien il va divulguer des informations détaillées qui, dans les mains de personnes compétentes, vont éventuellement pouvoir coder un exploit. Et c'est ce qui va arriver avec la faille Zero Logon. Le 14 septembre 2020, Tom Tervoort publie tous les détails de la vulnérabilité. Et là, on comprend tout de suite où est la faiblesse du service NetLogon. On l'a vu dans le chapitre précédent, elle est liée à une mauvaise implémentation logicielle de l'algorithme AES en mode CFB8. Mais on découvre avec le rapport du chercheur l'énorme potentiel de la faille avec la possibilité de supprimer le mot de passe du compte de service sur un contrôleur de domaine Active Directory. Et suite à la publication de ces informations, quelques heures après, on est toujours le 14 septembre 2020, la société RigSense publie sur GitHub un premier code d'exploitation. Et on voit donc dans le cycle de vie de cette faille que la durée qui s'est écoulée entre la divulgation d'informations détaillées et la publication sur GitHub d'un exploit parfaitement fonctionnel était inférieure à 24 heures. Et si on réactualise le calcul du CVSS, en prenant en compte la disponibilité d'un exploit dans le groupe des métriques temporelles, eh bien on passe maintenant à un score de 9.3. C'est-à-dire que la faille est à nouveau repassée dans la catégorie des failles critiques. Et c'est pour cette raison que l'Agence américaine de cybersécurité, la CISA, a émis dès le 18 septembre 2020 une directive d'urgence ordonnant à toutes les agences gouvernementales de mettre en place immédiatement le correctif de sécurité ou d'arrêter tous les contrôleurs de domaine qui ne pouvaient pas être patchés. Et la CISA avait donné aux agences américaines jusqu'au lundi 21 septembre pour se mettre en conformité. Voilà comment on peut décrire le cycle de vie de cette vulnérabilité Zero Logon. Nous allons maintenant voir un autre exemple pour illustrer le cycle de vie des vulnérabilités et les conséquences que cela peut avoir pour un organisme. Il s'agit ici d'une cyberattaque qui a eu lieu en 2017 et qui ciblait la société américaine Equifax. Alors tout a commencé le 6 mars 2017 lorsque le CertUS annonce une faille majeure sur le framework Apache Struts. Cette faille a elle aussi un CVSS de 10.0.